Là, on va parler punaises émergentes en Suisse. Certaines espèces sont bien connues dans le sud de la France, mais pour la Suisse, elles sont effectivement émergentes. Donc, on va parler d'Haliomorpha alice, de Neisara viridula et de cette espèce que Jean-Claude a mentionnée, Liocoris tripustulatus, qui est la punaise de l'ortie normalement. Alors, Haliomorpha alice, bon, il y a déjà presque tout qui a été dit au niveau de sa reconnaissance et de sa morphologie. Donc là, vous avez le cycle en résumé. Rhaphigaster nebulosa aussi avec... je pense quand même que le plus simple, c'est de la retourner et de regarder s'il y a une épine pour la reconnaître. Alors au niveau de Haliomorpha, en 2007, première mention en Europe dans des jardins de Zurich et probablement ça a été introduit quelques années plus tôt via l'importation de pagodes préfabriquées parce qu'il y a eu une exposition montée par des Chinois et cette punaise a une faculté de pouvoir rester longtemps sans manger. À l'abri, elle est probablement arrivée dans des containers enfermés. Et puis, ce qui laisse penser ça, c'est que l'endroit où elle a été trouvée en premier était très proche de cette exposition. Jusqu'en 2011, elle a été observée sporadiquement dans les alentours de Zurich, donc l'expansion a été relativement calme. En septembre 2012, pour la première fois, il y a eu des dégâts limités sur une ou deux plantes. Hein. C'était loin d'être la catastrophe, mais c'est la première fois qu'elle était sur des plantes cultivées, sachant que sinon, elle reste essentiellement dans les arbres d'ornement des parcs et des avenues des villes. En 2013, accélération de la colonisation en Suisse. Donc, elle a traversé la Suisse pour aller jusqu'à Genève. Elle a été trouvée à Strasbourg et à Milan. Pour le moment, comme il a été dit, elle est surtout dans les jardins et les parcs privés. En 2014, il y a eu, semble-t-il, des premiers dégâts en culture fruitière en Italie, des dégâts économiques. Et en 2015, présence importante sur soja en Suisse italophone, donc au sud des Alpes, mais sans qu'on sache vraiment s'il y a eu des pertes économiques. Mais elle est en tout cas extrêmement présente là-bas. Là, vous avez en fait la carte de son expansion au fil des années. Et puis là, simplement, un coffre de voiture avec 3 ou 4 exemplaires qui montre de quelle manière cet insecte peut se déplacer en passant totalement inaperçu. Comme beaucoup de ces punaises, elle est très mobile, mais en même temps, quand elle trouve un endroit, elle a un thygmotactisme positif, donc elle aime bien être coincée entre des choses, donc elle va s'enfiler dans des interstices où on ne va pas la voir, et puis arrivée à destination, elle va se déplacer. Et voilà, alors la distribution, c'était au début de cette année, donc je n'avais pas encore les données concernant la France. La question qui se posait, c'est est-ce que génétiquement, il s'agit d'une population homogène, c'est-à-dire c'est parti de la Suisse et ça envahit toute l'Europe, ou est-ce qu'éventuellement il y aurait eu plusieurs points d'introduction? Et en fait, en faisant une étude génétique, il apparaît que il y a probablement eu 3 points d'introduction en Europe. Le premier, effectivement, à Zurich, d'où est partie ensuite la population, d'où est issue la population qui est en tout cas dans le nord de la France, qui est cet haplotype en vert, en haut. Alors qu'en Italie, on voit que l'haplotype est différent. Puisque c'est l'haplotype H1 en bleu. Et ce qui semble se confirmer, c'est qu'il y a peut-être
des différences physiologiques entre ces haplotypes parce qu'on s'aperçoit qu'au Tessin, donc côté Italie de la Suisse, les essais de pièges à phéromones qu'on a mis en place montrent que dans le nord de la Suisse, dans le nord des Alpes, ces pièges ne fonctionnent absolument pas, alors qu'au Tessin, et semble-t-il en Italie, ils fonctionnent nettement mieux. Donc voilà, conclusion, probablement 3 introductions distinctes. Donc en Suisse, puis en Italie, et ensuite aussi en Grèce. Sensibilité à insecticides, ça c'est des tests de laboratoire où l'insecte était maintenu en contact avec en fait des conteneurs traités, à 0,5, une fois, 2 fois et 4 fois la dose équivalente à l'hectare. Et on s'aperçoit que le chlorpyrifos, un vieux produit organophosphoré, c'est lui qui a eu, sur les 4 produits testés, la meilleure action, c'est-à-dire une mortalité de 100% en 2 jours. Le thiaclopride, par contre, qui est un néonicotinoïde, a peu d'effet puisque la mortalité n'est que de même pas 20% à 4 fois la dose après 6 jours. Le spinosade a un effet lent mais relativement intéressant. C'est quelque chose à conserver en tête pour la production bio. La lutte biologique avec des parasitoïdes oophages. Alors en Chine, il faut dire que cette espèce ne commet pratiquement pas de dégâts et c'est visiblement parce qu'elle est maintenue en respect par les parasitoïdes, les ennemis naturels indigènes. 75% de ces parasitoïdes sont constitués de Trisolcus japonicus. Bien évidemment, on se dit pourquoi pas l'introduire, mais vous savez qu'il y a quand même des problèmes écologiques à envisager avant de se permettre une chose pareille. Donc, un peu comme pour Suzuki, on a essayé de faire une prospection de parasitoïdes indigènes, oophages. Pourquoi oophages? Parce qu'on sait que chez les pentatomides, souvent les auxiliaires les plus intéressants sont ceux qui attaquent les œufs. Donc le principe, on a un élevage d'Haliomorpha, on récupère les œufs, on les stocke à moins 80 degrés, donc là le développement embryonnaire, enfin l'œuf est tué. Ensuite, on fixe ces pontes sentinelles, comme on dit, sur des feuilles ou des rameaux de plantes. On les remplace chaque semaine, on les emmène en labo et on regarde s'il en sort quelque chose. Et ensuite, on offre aux parasitoïdes qui ont émergé soit des pontes stérilisées, donc qui ont aussi été conservées à moins 80 degrés, soit des pontes fraîches, et on contrôle les émergences. Et là, c'est un test avec 2 Trisolcus très courants chez nous, qui ont été obtenus à l'aide d'œufs stériles placés à l'extérieur. Trisolcus cultratus et Trisolcus semistriatus. Et on s'aperçoit que les 2 espèces n'ont que très peu d'émergence de parasitoïdes sur les œufs frais. Un tout petit peu avec Cultratus, mais pratiquement rien, parce qu'il s'avère que en fait, l'embryon de la punaise a un pouvoir d'encapsulation de l'œuf du parasitoïde qui est absolument gigantesque, et nos parasitoïdes n'ont pas pu encore pour le moment développer un moyen de contourner ce moyen de défense de la punaise. On s'aperçoit quand même que Semistriatus induit une certaine mortalité. Il ne peut pas se développer à l'intérieur, mais certainement que la larve arrive à tuer quand même l'embryon de punaise avant elle-même de mourir. Le seul parasitoïde indigène obtenu actuellement en Europe et qui peut se développer dans des pontes vivantes d'Haliomorpha, c'est cette espèce. C'est un Eupelmidé, un hyménoptère, que j'ai obtenu en Valais, donc dans un endroit relativement
aux étés relativement chauds, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi un endroit où les hivers sont très froids. C'est un climat continental en Suisse, ce qui veut dire que c'est au moins un parasitoïde, si jamais il s'avère intéressant, qui peut passer facilement l'hiver dans des endroits un peu rudes, mais il est quand même exigeant pendant l'été, visiblement. Alors, les avantages, c'est que la femelle fait un host feeding, donc non seulement elle parasite les œufs, mais en plus, elle tue des œufs en plantant son oviscapt à l'intérieur et ensuite en mangeant la substance qui sort de l'œuf. Elle peut et surtout par rapport à Trissolcus, elle peut parasiter des œufs de punaises qui sont très proches de l'éclosion, jusqu'à 2 jours avant l'éclosion, ce qui est absolument impossible pour Trissolcus. Trissolcus, si vous lui présentez des œufs de punaise, mais n'importe laquelle, bien sûr sur laquelle il peut se développer, après 3 jours, c'est la larve de punaise qui va sortir de l'œuf. Par contre, il réagit bien face aux prédateurs parce qu'il saute comme une puce, vraiment. À peine on le touche, il saute. Le désavantage, c'est qu'il se déplace hors de la zone de lâcher, visiblement avant de prospecter pour trouver des hôtes. La fécondité est relativement peu élevée et il y a une grande polyphagie. Il peut même attaquer, lui, des œufs de papillons. Donc les perspectives actuellement pour la gestion de Haliomorpha alice en culture, parce qu'on prévoit quand même que, comme en Amérique, elle risque de faire des dégâts. L'éradication est illusoire, donc il faut considérer que c'est un nouvel élément de notre faune. Il faudra faire une surveillance géographique plus fine des populations à l'intérieur des cultures, savoir un peu ce qui se passe. Donc aux USA, pendant environ 10 ans, elle était dans les zones urbaines avant d'attaquer très fortement l'arboriculture. Avoir des cultures sous abri plus attractives, est-ce qu'elles sont plus attractives? Pour le moment, on l'a trouvé en Suisse sur poivrons et sur concombres, sans qu'elles fassent, comme je vous l'ai dit, des dégâts. Lutte biologique naturelle, ça serait la prospection et la recherche de parasitoïdes indigènes. Et puis la classique, ça serait importation et acclimatation des parasitoïdes asiatiques, mais pour le moment, ce n'est pas encore d'actualité. Et puis, au niveau de la lutte chimique, il faudrait faire une lutte chimique raisonnée. Alors là, ça, c'est des données qui viennent d'Amérique, qui sont basées sur les spécificités éthologiques, donc de comportement de la punaise, parce que c'est une punaise extrêmement active au moment où elle est dérangée. Par exemple, on s'aperçoit qu'en traitant des plantes avec un pyrétrinoïde, il y a une fuite immédiate, ensuite un knockdown de l'insecte, qui récupère très souvent après, mais il se trouve peut-être en dehors de la culture. Donc l'intérêt, ça serait par exemple de faire des applications localisées en bordure de parcelle, mais ça veut dire qu'il faut savoir quand elle arrive, pour pas qu'elle soit à l'intérieur de la parcelle déjà. Et, par exemple, des applications de néonicotinoïdes au sol dans les cultures de légumes-fruits, parce que là, elle se laisserait, on voit qu'elle se laisse assez facilement tomber. En arbo, par température inférieure à 20 degrés, on pourrait faire un frappage, donc ça voudrait dire le matin, puis un traitement du sol aussi. Et, il faut savoir aussi que les adultes, à la fin de l'hiver, et les nymphes, non, les larves sont plus sensibles. Maintenant, au niveau de Neisara, comme je vous l'ai dit, il s'agit d'une espèce qui était commune au Tessin, au sud des Alpes, dès les années 90. La canicule de 2003 a vu ses effectifs monter à Genève et depuis 2010, c'est un ravageur régulier en concombre et en aubergine. La gestion actuelle, c'est l'acétamipride si besoin, parce que ça ménage plus ou moins les phytoséides, et des tests en semi-field ont montré que le thiaclopride est efficace. En lutte bio, l'Anastatus, malheureusement, qui attaque volontiers Haliomorpha, ne fonctionne pas sur Neisara parce que les œufs sont trop petits. Or, la femelle d'Anastatus est très grosse. Et donc, en fait, si on lui fournit des œufs de Neisara, Anastatus ne pond que des œufs non fécondés qui donneront des mâles, ce qui n'est pas terrible pour la lutte bio. Et on va essayer cette année des Trissolcus, Basalis et un autre qui n'a pas encore été identifié.
Des avantages, c'est que ça ne parasite, comme je vous l'ai dit, que des œufs frais. Et on a des élevages chez nous, on va faire des essais en 2000. Voilà. Et investigation sur voilà, ça c'est juste un diptère qui est un des rares parasitoïdes de l'adulte. Juste un dernier mot sur cette punaise de l'ortie, Liocoris tripustulatus, c'est une espèce indigène qui, depuis environ 2012, fait des dégâts sur fraises hors sol à Genève. Et le problème est croissant au fil des ans. Il est devenu même plus important que celui de Ligus. Et visiblement, il n'y a pas d'infestation mixte avec Ligus, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a Liocoris dans une serre ou un tunnel, il n'y a pratiquement pas de Ligus. 3 à 3 générations et demie par année, voilà. La première génération correspond plus ou moins à la floraison de l'ortie. Hein. Donc la première génération annuelle, comme beaucoup de punaises, l'hiver se passe à l'état adulte. Alors on s'aperçoit que l'ortie reste la plante la plus utilisée, la plus attractive. Donc on s'est dit pourquoi ne pas essayer une gestion par plante piège. Alors là, vous avez un essai fait en 2014 dans une entreprise qui était très fortement infestée. Et on s'aperçoit que dans les tunnels qui étaient entourés de luzerne, eh bien, il y a eu pas mal de Liocoris sur fraises. Et là où il y a eu de l'ortie, il y a eu une population beaucoup plus faible. Et par contre, l'infestation des plantes pièges, voilà, on voit très bien que l'ortie, ça c'est sur l'ortie. Une intervention sur l'ortie a permis de faire baisser la population qui après remonte petit à petit. Et en 2015, là c'est suivi sur les plantes pièges, c'est donc là la courbe de présence sur les orties. Et on voit que là le producteur a traité 4 fois les orties avec du karaté. Ce qui a fait chaque fois baisser les populations et ça confirme l'efficacité du système de plantes pièges puisqu'il n'y a eu aucun traitement contre Liocoris sur fraises depuis plusieurs années et à nouveau, en l'occurrence, une bonne installation des Orius contre les trips. Voilà, merci de votre attention.